Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 11e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir d'inviter Samuel Tessier, qui est le fondateur du Café des Guerriers. Alors Samuel est un passionné de la culture chinoise et des champignons médicinaux, et du coup, il a créé un café un petit peu particulier, un café enrichi aux champignons fonctionnels. Et pour avoir testé son café, je peux vous dire que le goût et les effets sont merveilleux. Contrairement à un café classique, celui-là va beaucoup moins venir stresser l'organisme grâce à la combinaison avec les champignons médicinaux, mais aussi ça va vous apporter une bien meilleure énergie sur le long de la matinée sans vous donner un coup de barre ou un crash. D'ailleurs, si tu souhaites tester ce café, tu peux bénéficier d'une réduction de 10% avec mon code promo Dylan10 et tu auras le choix avec 3 parfums: chocolat, vanille ou noisette. Tu pourras commander ton paquet avec un lien que je vais mettre en bas de la vidéo en description. Alors bien évidemment, dans ce podcast, on va détailler un petit peu plus comment il a créé ce café, quels sont les bienfaits des champignons médicinaux. On va parler aussi de la culture chinoise dans laquelle il a baigné. On va aussi parler d'antifragilité, de routine matinale, de méditation, bref, que des sujets passionnants qui vont vous pousser dans votre cheminement personnel. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cet échange avec Samuel, qui est une personne très humble et très humaine et qui accorde beaucoup d'importance à la qualité de ses produits, mais aussi à l'expérience de ses clients. Et il est aux petits soins de ses clients pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont apprécié le café et comment il peut améliorer tout ça. Et je vous laisse sans plus tarder découvrir ce bel échange. Et je vous souhaite une belle écoute. Bah écoute, moi tu vois, j'ai l'habitude maintenant d'introduire mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. En fait, il s'agit simplement de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Si quelque chose de très positif t'est arrivé, tu as envie de le partager, ou au contraire, s'il y a quelque chose qui t'a un petit peu stressé ces derniers temps, un état mental un peu négatif que tu voudrais déposer, pour pas que ça entrave notre discussion. Ok. Alors là, déjà, moi, je suis super content de te rencontrer et d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup, Dylan, pour ton invitation. Quelque chose de positif, moi, c'est cette rencontre, quoi. Franchement, je préfère être rencontré en vrai. Ouais, carrément, ouais. Tu habites à Nîmes, donc c'est compliqué. On fait ce podcast, c'est l'occasion d'échanger, de faire aussi connaissance. Moi, je suis super content de ça. Eh ben super, magnifique. Et pour faire mon petit tour d'inclusion, comme je venais de t'en parler tout à l'heure en off, moi justement j'ai cette envie de bouger, tu vois, de voyager, de casser la Ouais. routine. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle en ce moment en moi, et je ne pense qu'à ça. Donc là, en ce moment, je suis en train de m'organiser, de faire un petit peu l'état des lieux de mes ressources, de ce que je peux faire, etc. Pour pouvoir mettre les choses en place. Donc ça, c'est un petit peu le mood du moment. Et puis comme tu le dis, on s'est jamais vu en vrai, mais tu vois, j'ai rencontré plein de personnes sur Instagram, des belles personnes avec qui j'ai fait des podcasts ou en qui je suis en lien avec via les réseaux. Mais j'aimerais bien justement aller à la rencontre de manière physique et les rencontrer parce qu'il n'y a rien de plus nourrissant que de voir les personnes en vrai, tu vois. Même faire ces podcasts, c'est pour ça que je les fais, c'est que tu vois, 2 heures, parler 2 heures avec une personne et d'échanger sur des thèmes qui la passionnent et d'apprendre et tout ça, je trouve ça incroyable. C'est une belle manière d'apprendre, c'est à travers l'échange avec l'autre. Ouais, bah écoute, moi je te remercie et je te félicite pour cette initiative. Je partage complètement ton point de vue. Je trouve que les podcasts, c'est une manière formidable d'entrer en relation, de découvrir voilà, un petit peu les centres d'intérêt d'une autre personne, sa vision du monde. Je trouve ça très nourrissant. Et c'est Carrément. vrai que le contact physique, ça manque, hein. Ouais. Je suis d'accord. Donc, il faudrait faire un tour de France des personnes que tu as pu interviewer. Ce serait génial. Ça serait génial, ouais, c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête, de concrétiser ça, mais des rencontres en physique. Et pourquoi pas peut-être toi créer ton podcast des guerriers très prochainement. Bah, j'aimerais beaucoup, hein, j'y ai pensé. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. 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 Et pour embrayer un petit peu dans le podcast, du coup, alors je sais pas si c'est toi qui m'as abordé ou c'est moi qui t'a rencontré avant sur Instagram, je me rappelle plus. Mais en fait, tu es venu me proposer de tester un café un petit peu particulier qui contient des champignons médicinaux et d'autres suppléments alimentaires, si je puis dire. Et en fait, je connaissais un petit peu le concept depuis peut-être 1 an ou 2 parce que ça marche pas mal, je crois, aux États-Unis ou dans d'autres pays, d'autres marques américaines où en fait ils introduisent justement des champignons médicinaux dans le café. Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu pourquoi c'était venu cette idée d'introduire des champignons. Est-ce que toi, à la base, t'étais un addict du café qui pouvait pas commencer sa journée avec son café?
Tu as commencé par quoi? Est-ce que tu as commencé par le café ou tu as découvert les champignons médicinaux avant? Euh, alors, non, ça a été le café d'abord. Moi, je suis un gros buveur de café de base. Et avant de lancer le projet, je devais tourner voilà, 5-6 cafés par jour. Et du coup, la démarche, ça a été d'essayer de créer un café qui serait meilleur pour la santé que le café que je buvais tous les jours. Et suite à la lecture d'un livre d'un herboriste américain qui s'appelle Ron T. Gordon. Le livre, c'est The Ancient Wisdom of Chinese Herbalism. J'ai découvert certains champignons de la tradition médicale chinoise qui avaient un potentiel tonifiant, énergisant et qui pouvaient s'adapter dans différentes recettes dans l'alimentation. Du coup, ça a été une grande découverte. Et en creusant un peu le sujet, j'ai découvert la thèse d'un docteur en pharmacie, le docteur Marie Rampin, qui a écrit du coup une thèse sur l'application des champignons médicinaux appliqués à l'alimentation et la nutrition. Je lui ai passé un coup de fil et on s'est rencontrés là où elle bossait, dans le sud-ouest. On a dîné ensemble, on a échangé, ça a fité. Et on a eu voilà, ensemble cette idée de créer un café enrichi aux champignons pour créer un café qui soit meilleur pour la santé que le café qu'on consomme habituellement. Génial. C'est la version Et courte. ouais. Tu peux déballer, on a 2 heures, donc si tu as de l'info, balance. Moi, ça me passionne. Ouais, D'ailleurs, bah, d'ailleurs, pour justement, parce que le café, tu vois, il y a deux écoles en fait. Tu as ceux qui vont te dire le café, c'est dangereux, c'est un excitant, ça crée une dette d'énergie. Et puis, tu as l'autre côté qui te dit bah, c'est un excellent booster au niveau cognitif, c'est un psychostimulant. Ça améliore la protection du cœur, la protection du cerveau, la santé du cerveau, etc. Toi, comment tu te places? Et est-ce que justement, en ayant introduit les champignons médicinaux, et moi pour avoir testé du coup celui au chocolat qui est avec du magnésium, est-ce que du coup ces substances couplées avec le café, est-ce que ça permet de justement diminuer les effets néfastes du café? Peut-être de donner moins de stress? Comment ça fonctionne un petit peu la symbiose avec ces ingrédients? tout à fait, c'est ça l'idée. Et ouais, c'est intéressant de discuter ça parce qu'en fait, il y a un petit peu un mythe autour du café. La plupart du temps, quand on discute avec les gens, les gens, le débat tourne autour de la caféine et du coup des effets indésirables de la caféine qui sont nervosité, stress, agitation, insomnie éventuellement. Sauf que en réalité, alors ça c'est vrai, hein, voilà, l'excès de consommation de café entraîne des effets indésirables qui sont dus à la caféine. Sauf qu'en fait, ce qui est super intéressant dans le café, c'est la présence de polyphénols, qui sont du coup des sortes de molécules antioxydantes qui nourrissent la flore intestinale, le Ah, microbiote. Microbiote. C'est pour ça que le café est plutôt bon pour la santé, à condition d'en consommer dans des quantités raisonnables. Donc, ouais. les quantités raisonnables, c'est voilà, pas dépasser 400 mg de caféine par jour, ce qui correspond environ à 4-5 tasses. Ah oui, quand Euh, même. et l'idée avec la formule qu'on a créée avec le docteur Marie Rampin, c'était de proposer un café qui ait du coup des effets stimulants pour voilà, la cognition et aussi le corps, mais en réduisant les effets indésirables de la caféine, puisqu'il est moins dosé en caféine qu'un café classique. Donc Ouais. c'était effectivement ça l'idée derrière le projet. Ok. Et du coup, tu utilises quoi comme café? Parce que c'est un café qui est soluble. Donc je crois que Ouais, c'est le soluble, il est déjà en poudre et en fait, tu n'as pas besoin de le filtrer, c'est ça? il est lyophilisé et Ok, du coup c'est un café bio fair trade originaire de Tanzanie. Euh, voilà, donc un café qui est très très qualitatif. On a commencé par là, parce que c'est vrai qu'on aurait pu commencer par du café moulu pour voilà, la facilité d'utilisation. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font des sports outdoor, qui aiment bien la nature, et donc du coup, l'idée c'est de leur proposer une solution pratique pour qu'ils puissent ouais. consommer leur café dehors. Euh, mais après, à l'avenir, voilà, peut-être qu'on proposera aussi un café moulu enrichi aux champignons. Voilà, c'est des idées qui me trottent dans la tête. Ou peut-être en dosette, en sachet, tu sais, pour une Ouais, dose. ouais, ou en dosette, ouais, Ouais, complètement. c'est top. Et en fait, moi, pour te partager un petit peu, alors là, tu vois, j'ai 28 ans. Et j'ai commencé seulement à boire du café à l'âge de 24 ans. Et j'ai toujours détesté le café. Ça m'était déjà arrivé de goûter un peu le café comme mon père en faisait le matin au petit-déj. J'adorais l'odeur. Mais alors, le goût, c'était amer. Je détestais ça. Et en fait, j'ai découvert le café aux alentours de mes 24 ans quand j'ai découvert en fait le biohacking. Tu sais, la notion de, voilà, par la respiration, le jeûne et douche froide, etc.
Et en fait, j'ai découvert le Bulletproof Coffee, peut-être que tu connais, de Dave Asprey. Et à cette époque-là, en fait, je recherchais vraiment le focus, la clarté mentale, la productivité le matin, quand je faisais ma lecture rapide, où c'était vraiment le matin, tu vois, c'était mon moment où il fallait que je fasse ma lecture rapide, que j'apprenne mes mind maps, etc. Et je voulais être focus. Du coup, j'avais en fait découvert le Bulletproof Coffee. Donc, c'est comme ça que je me suis mis au café et j'ai commencé à apprécier le café. Donc, bah, du coup, tu vois, avec mon petit mixeur, je m'amusais à faire mon café gras qui permet de booster le cerveau. Et du coup, quand tu m'as parlé justement de tester le tien, bah, j'étais refait parce que c'était exactement ce que je recherchais, tu vois. Je voulais, parce qu'en fait, j'avais arrêté le café parce que par moment, j'en buvais tous les matins. C'était comme un gros mug, tu vois, donc à l'italienne bien corsé, parce que moi, j'aime bien quand ça cogne au cerveau. Mais sur le long terme, bah, je commençais à avoir de la fatigue. Et parce que j'en buvais peut-être trop, tu vois, comme tu dis, en fait, c'est la dose qui fait le poison. Et au bout d'un moment, ça me crée de la fatigue. Et quand j'ai arrêté le café, tu vois, j'avais vraiment les symptômes de la dépendance, tu sais. Les coups de Mm. barre, pas de motivation, baisse de dopamine, etc. Et avec ton café, ce que j'ai trouvé génial, c'est que justement, j'ai pas ce crash comme un café classique. J'ai une clarté mentale. Et en fait, l'énergie, elle est beaucoup plus diffuse sur le long, en fait. Et ça, Mm. j'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment la petite pépite, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'était pour mon petit partage d'expérience. C'est vraiment, ça va à l'encontre des cafés traditionnels qui peuvent te causer justement un crash via, tu sais, l'adénosine, en fait, la caféine qui vient se remettre sur les récepteurs d'adénosine, qui nous donne justement cette vivacité d'esprit, cette clarté mentale. Mais du coup, il n'y a pas le crash. Donc, ça, c'est top. Du coup, ça évite de reboire un café derrière ça avec une sucrerie pour tenir le coup. Et donc, ouais, je trouve ça vraiment top. Les effets, en tout cas, sont surprenants. Et même le goût, tu vois, pour quelqu'un, moi qui suis, voilà, j'aime bien boire du café de qualité avec une eau qui est filtrée, le faire à la cafetière, à l'italienne. Bah là, je trouve vraiment un goût il est particulier, mais il passe très bien, tu vois, je l'adore. Le matin, maintenant, quand je sens l'odeur du café aux champignons, oh là là, Ah, il c'est est, génial. il est excellent, ouais. Ah, écoute, je te remercie infiniment, Dylan, pour ce témoignage. Franchement, c'était tout l'objectif. Et puis, je suis ravi que voilà, tu aies pu trouver tout ça dans le café, quoi. Et puis au moins, je bénéficie bah, des bienfaits du café et pas des méfaits. C'est ça, complètement. C'était le pari. Et, bah, c'est top. Franchement, je suis super content. C'est cool. Et du coup, alors moi, ce que j'ai, c'est avec le reishi, celui au chocolat. Il y en a un autre à la vanille et je crois que c'est un autre champignon, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc, il y a deux champignons médicinaux par formule. Celui de là, il y a du reishi et du maitake. Ah oui, le La maitake, ouais. vanille, il y a... Ouais. La vanille, la formule énergie aromatisée à la vanille, elle a du reishi et du cordyceps, Hmm. euh, voilà, qui est un champignon de la tradition asiatique très énergisant. Et la formule du coup immunité, elle comprend du reishi et du chaga, qui est un champignon de la tradition sibérienne qui s'utilise depuis voilà, des milliers d'années et qui a été reconnu comme étant le meilleur antioxydant au monde, loin devant les Ah ouais, myrtilles notamment. Les baies d'açaï et tout un tas de super aliments. incroyable. Bah, tu vois, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les champignons médicinaux. Et il y a pareil, il y a une autre marque qui m'a approché pour tester justement du reishi en poudre. Donc là, tu vois, j'en ai encore et j'en prends le matin aussi. Et je m'intéresse de plus en plus à, tu vois, j'ai pas encore testé tous les autres, mais j'aimerais bien tester aussi le Lion's Mane. Pourquoi pas faire un café avec le Lion's Mane parce qu'on sait que pour les effets cognitifs, c'est fabuleux. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bienfaits de chaque champignon? Donc, tu as dit le reishi, le chaga, maitake, Maitake, ouais, maitake et, maitake, euh, et le cordyceps. le cordyceps. Ce que je peux dire sur ces champignons, donc bon, ils appartiennent à la tradition médicale chinoise, mais ils s'utilisent en fait dans toutes les médecines ancestrales. Ils viennent pas uniquement d'Asie, en fait. On en a aussi en fait en Europe. Sauf que enfin, la plus longue histoire d'utilisation, elle vient d'Asie. Et ces champignons, ils ont du coup des vertus immunostimulantes, c'est-à-dire qu'ils stimulent l'immunité. Ils ont des propriétés tonifiantes aussi. Et certains ont également des vertus antimicrobiennes, antivirales et anti-cancer. C'est un petit peu ce qu'on peut dire de ces champignons. Il y en a qui sont
voilà, plus énergisants que d'autres, mais globalement, voilà, ils sont surtout reconnus pour leurs propriétés immunostimulantes et tonifiantes au niveau de l'organisme. Génial. Certains de ces champignons ont été reconnus comme étant adaptogènes. Donc, je ne sais pas si tu connais la notion d'adaptogène. Oui, il y a le Ok. reishi. Voilà, c'est ça. C'est le reishi et le cordyceps. Donc, c'est ces deux champignons qui sont reconnus par des études scientifiques comme étant de véritables adaptogènes, c'est-à-dire qu'ils améliorent la capacité de l'organisme à résister au stress et à la fatigue. Les deux autres, ils ont aussi des propriétés énergisantes, mais il n'y a pas encore des études qui démontrent ces propriétés adaptogènes. Hmm. C'est top parce que tu vois, ça permet. En fait, je pense que c'est les effets adaptogènes qui peuvent potentiellement réduire l'impact stressant du café, de la caféine. Donc ça, c'est vraiment génial. Ouais, tout à fait. En fait, à l'origine, pour la petite histoire, euh, les adaptogènes ont été découverts par un scientifique russe dans les années 50 qui travaillait justement pour le compte du gouvernement russe pour découvrir des plantes, des formules naturelles pour améliorer l'énergie des soldats. Parce qu'à l'époque, les soldats, ils étaient bourrés d'amphétamine, ce qui flinguait complètement leur santé. Et ce docteur russe, qui s'appelle docteur Nicolas Lazarev, a découvert certaines plantes de la médecine traditionnelle chinoise qui avaient justement ces vertus tonifiantes. Et il a découvert l'astragale, qui est une plante Hmm. de la tradition chinoise, le létérocoque, qui est le ginseng sibérien, et le ginseng, le Panax ginseng, que maintenant on connaît tous et voilà, qu'on utilise peut-être voilà, de différentes façons. Voilà. Et c'est de là que ça vient. Et c'était justement pour améliorer, pour tonifier l'organisme des soldats sans détruire leur santé, quoi. Incroyable. D'où le café des guerriers parce que ça nous renforce. Et Oui, vas-y, vas-y. pardon. Non, oui, effectivement, c'est parce que effectivement, c'est des champignons qui sont tonifiants, qui nous renforcent. Et après aussi, bah, voilà, le café des guerriers, c'est derrière l'envie donnée aux gens de partir à l'aventure. Et l'aventure, c'est pas forcément faire un tour du monde. Ça peut être tout simplement se lever une heure plus tôt pour faire du sport, lire un livre ou méditer. Ça peut être oser se lancer à son compte. Ça peut Hmm. être aussi partir à la chasse aux champignons. Et il y a aussi ça derrière le nom Café des Guerriers. Ok, génial. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus ce côté aventure, voyage? Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place justement dans ta vie qui te permet de faire des petits voyages comme ça au quotidien, des petites routines, des petits rituels qui ont peut-être changé ta vie, ton mindset ou qui ont amélioré ta santé Complètement. Bah écoute, moi ça a été, il y a plein de choses hein, que je pourrais dire, mais je peux parler un petit peu de la méditation. Hmm. Moi je médite depuis 2016 et effectivement ça a été une grande aventure. Dans la mesure où voilà, j'ai découvert un autre rapport à moi-même et au monde. Ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, entre guillemets. Et ce que j'aime bien dans la méditation, c'est que finalement, on fait la même chose chaque jour. Pour autant, c'est jamais la même chose. Pour autant, l'expérience est jamais la même. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est une pratique qui est très riche, très nourrissante, justement pour voilà, trouver un peu le goût de l'aventure. Parce que Génial. souvent, en fait, on a tendance à placer l'aventure, du coup, dans des grands voyages, des sauts en parachute, des choses complètement, enfin, un peu folles. Tandis que pour moi, le sens de l'aventure, en fait, ça peut être vraiment très simple. Euh, Ça peut être, voilà, juste s'asseoir pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis voilà, essayer d'être euh, à l'écoute du son, de son corps, de sa respiration. Euh, c'est des choses simples. Ouais. Ça me fait penser à une citation dans le livre de Marc Aurèle, Les pensées pour moi-même. Je ne sais pas si tu l'as lu, où il disait en fait que t'as pas besoin d'aller en nature, en pleine montagne, qu'à tout moment, en fermant les yeux, tu peux te reculer en toi-même et trouver la paix. Et c'est ça qui est beau avec la méditation aussi. Et d'ailleurs, la méditation, je l'ai commencé il y a plus de 10 ans maintenant.
J'ai commencé à mes 17 ans et c'est un petit peu mon garde-fou. Je crois que sans la méditation, tu vois, j'aurais pas été la personne que je serais parce que ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à mon corps, à mes intuitions, à mes ressentis, à, tu sais, ce côté énergie féminine qui m'a permis peut-être de mieux être à l'écoute de mes envies, de mes intuitions. Donc la méditation, c'est vrai que c'est un excellent voyage intérieur et, euh, et je peux recommander qu'à tout le monde de faire ça. Donc pourquoi pas commencer la journée avec une petite méditation, après un petit café, petit café des guerriers. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu fais dans ton quotidien qui t'ont vraiment aidé? Ça peut être Euh, même du sport ou de la lecture, hein, vraiment. Bah écoute, ouais, hein, moi si tu veux, j'ai mon rituel matinal, j'ai un peu ma morning routine, quoi. Alors c'est vrai que ça fait un peu bullshit dit comme ça, mais en fait, moi je dis vraiment que ça a changé ma vie, quoi. Je veux dire, depuis que je fais ça, je suis vraiment, je suis vraiment, mes journées sont différentes, quoi. Et, donc, le sport, ça m'a énormément aidé. Avant, j'étais un peu un pantouflard, quoi. C'est-à-dire que je faisais pas de sport, j'avais une hygiène de vie qui était vraiment merdique. Et c'est vrai que bon, enfin, c'est rien de révolutionnaire en fait, hein. C'est vraiment, mais vraiment faire du sport le matin, du Hmm. coup, aller courir, faire un peu de muscu, bah voilà, moi ça m'aide énormément. Euh, Après, bah voilà, la douche froide aussi. Pareil, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais je veux dire, moi, ça change complètement mon état à la fois physique et mental, quoi. Ça me donne de l'énergie le matin. Et bon, la lecture aussi, moi, je lis tous les jours. J'essaye de lire un livre par jour. Alors, bien sûr, pas en entier, hein, ça peut être juste quelques pages, voilà, avant de partir ou dans le métro. Mais bah voilà, moi, ça illumine ma journée, quoi. Et puis, ça me connecte un petit peu à voilà, des choses qui comptent pour moi, quoi. Hmm. Je peux lire voilà, ouais, quelques lignes, mais ça me suffit et ça illumine ma journée, quoi. Top. C'est quoi ton livre du moment là en ce moment? Ouh. Alors attends, moi je lis alors je lis plein de livres en même temps. Ah, t'es comme moi. Euh, ouais, je lis plein de livres en même temps qui ont aucun rapport entre les uns et les autres. Là, juste ce matin, je lisais un bouquin d'une anthropologue américaine qui s'appelle Anna Singh, qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, qui parle d'un champignon japonais qui s'appelle le Matsutake, qui aurait survécu bah, à la bombe atomique à Hiroshima. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant. Euh, c'est un livre du coup bah, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde des champignons, quoi. Et sur un peu bah, leur possibilité en fait euh, de comment dire euh, en fait ouais, leur possibilité de montrer un chemin du coup dans le monde dans lequel on vit qui soit un petit peu plus un peu neuf, un peu plus ouvert, un peu plus responsable aussi voilà des écosystèmes. Hmm. C'est vraiment passionnant. Donc là, c'est un des livres que je lis. Je lis aussi, je lis plein de trucs, hein. Ouais, T'es comme moi, t'es un boulimique de la lecture. j'adore, effectivement, ouais, moi j'adore lire et je suis très content de m'être remis à lire parce que pendant 5 ans, j'avais complètement arrêté alors qu'en fait, voilà, moi je lis depuis que je suis adolescent Hmm. et c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais coupé de ça et c'est très dommage. Enfin, je recommande à tout le monde, voilà, aux personnes qui nous écoutent, de lire, hein, mais quoi que ce soit, en fait. Euh, Parce que c'est vraiment très, très nourrissant, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, ça m'a tellement aidé ces dernières années. Je commençais peut-être la lecture à mes 20 ans. Et j'ai lu tellement de trucs de développement personnel, de spiritualité, des choses sur la santé. Et je crois que j'en ai appris plus, tu vois, dans les bouquins qu'à l'école. Parce que tu as la possibilité de vraiment d'apprendre en fait bah, tout ce qui s'est passé dans une seule vie d'un personnage, tu vois, en un livre. Pour 10 euros, 20 euros, tu as des connaissances, mais juste incroyables. Des pépites, vraiment des conseils des fois qui peuvent changer la vie si tu les mets en place. Comme par exemple, on en parle, là, ça fait un peu you-you développement personnel, mais j'avais acheté le bouquin sur la routine matinale. Mais une routine matinale, depuis que je la fais depuis des années, ça a changé ma vie.
Tu vois, de prendre 30 minutes, 1 heure le matin pour toi. Mais c'est un truc de fou, ça a changé ma vie complètement. Donc vraiment, les livres, ouais, c'est ultra formateur. Et c'est pour ça que j'ai balasardé ma télé maintenant depuis plus de 5 ans, tu vois, et que j'ai remplacé par une bibliothèque derrière. C'est devenu vraiment mes petits jouets, tu vois. J'aimerais qu'on rebondisse, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur les livres. Non, franchement, ouais, tu as tout dit. Moi, je pense que effectivement, les livres, c'est essentiel pour se construire. Ça permet bah, voilà, de développer une vision du monde, de aussi apprendre à se connaître. Ça permet aussi bah, de trouver des nouvelles façons de vivre. Moi, je trouve que ça permet de rester ouvert quoi, à la lecture. Et c'est vraiment important, surtout de nos jours, quoi, où en Oh fait, putain, oui. bah, plein de gens qui ont tendance un peu à se refermer, à se mettre un peu dans leur bulle. Bah, voilà, la lecture, ça permet bah, voilà, de prendre de large un peu, hein. Hmm. Ouais, carrément. Carrément. Et j'aimerais aborder un petit peu le thème, parce que tu en parlais justement dans le livre que tu es en train de lire en ce moment. Et d'ailleurs, tu en as fait un post, un réel sur Instagram, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Je l'ai vu ce matin en tout cas. Où en fait, justement, tu Ouais, parlais de ce champignon que tu voulais faire deviner à ta communauté. Ce ouais. champignon qui justement résiste en fait au nucléaire. Et tu parlais un petit peu du survivalisme, tu vois, tu disais, il y a un truc qui m'a marqué, je voulais justement te poser la question parce que tu dis, vous sentez pas qu'il y a un truc qui va pas en ce moment en France, il y a un truc qui va péter, tu vois. Et j'aimerais justement avoir un petit peu ta vision sur comment tu vois le futur, peut-être en France ou peut-être au niveau mondial. Est-ce que toi, tu as été formé dans le survivalisme? Est-ce que tu as des connaissances dans ça? Et si oui, qu'est-ce que tu mets en place, toi, concrètement? Peut-être pour ton physique, peut-être au niveau de tes finances, peut-être au niveau de l'environnement dans lequel tu es. Est-ce que tu fais quelque chose pour peut-être te préparer à un potentiel effondrement ou je ne sais quoi qui pourrait arriver? C'est dur comme question. Ouais, C'est super dur. Euh, Waouh. Euh, Est-ce que j'ai des skills en survivalisme? Je suis loin d'être un expert de la survie, hein. Tu vois, voilà, je sais pas si je pourrais me débrouiller vraiment en forêt. Euh, donc après, est-ce que je me prépare? Est-ce que voilà, j'ai une vision du monde qui est sombre? Voilà, enfin, moi, je suis de nature très très optimiste et je pense vraiment que en fait. Il y aura une sortie de crise vers le haut, quoi, par un certain nombre de prises de conscience. Et moi, je ne crois pas vraiment au lendemain qui chante, quoi, aux grandes révolutions, mais je crois plus justement aux révolutions silencieuses, à des individus comme moi, comme toi, qui un jour, voilà, prendront la décision, voilà, de faire une chose, un petit step dans leur vie. Ça peut être, voilà, se lever plus tôt pour faire du sport, ça peut être monter leur boîte, ça peut être partir cueillir des champignons. C'était aussi ça, en fait, l'idée de mon reel, quoi. C'était que, en fait, voilà, face à une catastrophe, si elle arrive, eh ben, on peut chacun voilà, prendre sa responsabilité et faire quelque chose. Et partir cueillir des champignons, moi, ça me paraît vraiment une voie très, très sage, quoi, parce que moi, je pense que ce qui nous manque, c'est un peu ce lien avec notre environnement, ce ouais. lien avec la nature qu'on a cherché à tout prix voilà, à mettre sous le tapis. Moi, je pense que voilà, s'il y a une sortie de crise, ça sera dans cette direction, vers une prise de conscience bah, voilà, de nos interconnexions avec bah, voilà, les uns et les autres, et aussi avec le monde du vivant, du Hmm. végétal, des animaux, tout ça. Bah, c'est déjà un peu du survivalisme, hein, de savoir reconnaître un champignon comestible, une plante comestible. C'est vrai, moi, tu vois, tu me fous dans la nature, je sais pas qu'est-ce qui est comestible. Donc ça, et je pense que c'est valable pour tout le monde, tu vois, aujourd'hui, on est vraiment dépendant des supermarchés, des marchés, des producteurs. Demain, il y a un effondrement, on n'est pas capable de cultiver un potager, on n'est pas capable de filtrer l'eau, on n'est pas capable de reconnaître des champignons. Et donc, je pense que ça signe notre arrêt de mort, hein, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, je pense que bah, voilà, savoir identifier les champignons, c'est indispensable si on veut survivre dans la nature. Effectivement, il ne faut pas se gourer, sinon ça peut être compliqué. Et en plus de ça, ouais, non, c'est super.
enrichissant hein, de connaître le nom de tel champignon. Moi, j'adore justement voilà, découvrir des nouveaux champignons, apprendre leur nom, leur histoire, leurs bienfaits. Je trouve que c'est génial. Hmm, génial. Tu aurais des petits livres comme ça recommandés que je pourrais mettre en description? Des livres vraiment sur les champignons, bah, celui dont tu parlais et peut-être d'autres qui t'ont vraiment permis d'avoir une meilleure compréhension des champignons. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver tout et n'importe quoi dans des livres sur des champignons, mais est-ce que tu en connais deux ou trois qui sont vraiment très pertinents pour des personnes qui justement aimeraient s'intéresser à la mycologie, à la mycothérapie, pardon, ou la Ouais. mycologie? Eh ben Euh, attends, je te prends, il y en a un qui est juste là, je te le prends, comme ça je vais vas-y, le vas-y. montrer aux gens. Donc, pour les gens qui souhaitent connaître un peu mieux le monde des champignons, je recommande ce livre de Merlin Sheldrake qui s'appelle Le monde caché, comment les champignons façonnent notre monde et influencent nos vies. Merlin Sheldrake, c'est un biologiste anglais qui, pour moi, bah, voilà, représente un petit peu la nouvelle vague de mycologues, voilà, avec vraiment une belle vision du monde. Moi, je recommande tout le monde je recommande à tout le monde de lire ce livre. Moi, il m'a vraiment il m'a fasciné, il m'a ouvert les yeux sur le monde des champignons. Et puis il m'a aussi ouais, beaucoup inspiré, quoi, parce qu'en fait, il arrive vraiment à rendre les champignons euh, magiques. Alors pardon, hein, ça fait un peu Disney, mais je trouve que c'est vraiment le cas, en fait. Je trouve que les champignons, c'est un monde qui gagne à être connu, voilà, parce qu'il est la source d'une grande sagesse. Hmm, ouais. Et puis je l'avais appris récemment que en fait les champignons c'est un petit peu la base de tous les êtres vivants sur Terre, c'est-à-dire que c'est le mycélium qui est dans la Terre, qui connecte en fait tous les végétaux entre eux, qui permet de communiquer entre eux, d'échanger des vitamines, des nutriments s'il y en a un qui en manque. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça juste dingue. Je me suis dit, mais en fait les champignons, c'est vraiment la base de tout notre écosystème du monde végétal et peut-être même animal. Peut-être même que sans les champignons, je pense que clairement, il n'y aurait pas eu autant de développement au niveau des végétaux et peut-être même pas de vie sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah ouais, complètement. En fait, il y a certains mycologues qui disent que justement, en fait, ils permettent la vie sur Terre, justement par ce réseau, ce qu'il appelle le wide, euh, le réseau Internet souterrain. Alors je sais plus, il y a un terme anglais, quoi. Et du coup, bah, voilà, qui permet aux arbres de pousser. Euh, voilà, moi je pense qu'effectivement, ils sont indispensables à la vie sur Terre. Ouais. Hmm. Et pour partager un petit peu, parce que tout à l'heure tu mentionnais les champignons magiques, et j'aimerais qu'on parle d'un un petit peu d'une autre gamme de champignons, qui sont les champignons qu'on appelle les psychédéliques, donc la Ouais. psilocybine. Et il y avait une théorie comme ça, alors je crois que j'en parlais dans un podcast précédent, je crois que c'est la théorie du singe défoncé, où en fait l'Homo sapiens, donc l'Australopithèque ou le Néandertal, il aurait évolué d'un coup, de manière très rapide, surtout au niveau cérébral, avec le développement de la mémoire, la capacité de parler, du langage, etc. Parce qu'en fait, dans la bouse de vache ou dans la bouse de certains animaux, poussaient justement ces champignons à psilocybine, qui en fait ont peut-être favorisé la croissance du cerveau, qui nous ont peut-être permis de justement de parler, de communiquer, de développer l'intelligence, peut-être d'avoir des rêves, de penser. Est-ce que tu connais cette théorie? Si oui, tu peux peut-être la développer un petit peu? Alors, je la connais pas, mais c'est super intéressant. Le sujet est absolument passionnant. Moi, j'ai entendu d'autres choses justement sur voilà, les psychédéliques bah, qui voilà, permettraient bah, de faire des suppositions assez, enfin, assez folles en fait sur l'évolution de l'humanité. Mais je peux pas rebondir malheureusement sur ce que tu viens de dire parce que je n'étais pas au courant. Ok. Ouais, c'est Mais une du coup, théorie qui serait tout à fait plausible, hein, alors, on va mettre un petit disclaimer. En aucun cas, on ne promeut la consommation de psychédéliques qui sont bien évidemment interdits en France. Comme ça, on n'a pas de problème. Disclaimer. Et du coup, si tu as des connaissances toi, sur les champignons psychédéliques, est-ce que peut-être tu as déjà fait l'expérience? Est-ce que tu pourrais justement développer quels pourraient être les pouvoirs justement de ces psychédéliques si peut-être l'être humain l'intégrait peut-être dans ce mode de vie?
Alors moi, je fais un second disclaimer. Je vends pas de champignons psychédéliques, je vends pas de psychotropes. Les seuls champignons que je vends, ce sont des champignons voilà, qui sont adaptogènes ou comestibles et qui provoquent pas voilà, d'altération de la conscience ou d'intoxication alimentaire. Voilà, parenthèse fermée. Est-ce que moi, j'ai testé les psychédéliques? Non, j'ai pas testé, justement. Donc, je peux pas trop parler de ça. Après, c'est un sujet qui m'intéresse, hein. Moi, j'ai lu beaucoup de livres justement qui parlent du sujet. Euh, et notamment, du coup, c'est dans quel livre que j'ai lu ça? Euh, je crois que c'est dans le livre de Merlin Sheldrake qui raconte justement euh, l'origine en fait de la consommation de certains psychédéliques, comme notamment l'amanite muscaria, donc l'amanite tumouche qu'on connaît tous, Hmm. qui est le champignon le plus populaire dans les traditions folkloriques, qu'on voit un petit peu partout. Et ce qu'il raconte, c'est que ce champignon, notamment, il aurait été consommé par l'ancêtre du Père Noël, Santa Claus, qui était à l'origine un chaman et qui vendait du coup ce champignon à la période de Noël pour faire des cérémonies initiatiques qui permettaient aux gens de la tribu d'accéder à des vérités supérieures. Puisque dans la tradition sibérienne, dans le peuple des Samis, qui est un peuple autochtone de Laponie, euh, bah, euh, le monde, en fait, il se découpait en trois parties, quoi. Il y avait le monde supérieur, le monde des dieux, le monde du milieu, en fait, le monde des hommes, et le monde inférieur, le monde des morts. Et en fait, ces champignons, dans du coup ces traditions autochtones, en fait, ils permettaient justement de communiquer avec les esprits et les morts. Et, euh, et je trouvais ça vraiment, vraiment fascinant, en fait, de voir à quel point ces champignons, en tout cas, ils sont ancrés profondément dans certaines cultures de ce monde. Euh, Parce que on le trouve effectivement dans la tradition sibérienne, ce champignon, donc la Manite muscaria, mais on le trouve aussi en Amérique du Sud. On a des traces d'utilisation de ce champignon en Amérique du Sud, dans les cérémonies, et on le trouve voilà, dans d'autres endroits du monde. Il y a des thèses très intéressantes, mais alors du coup qui sont très polémiques aussi, sur l'utilisation de ce champignon. Euh, Moi, je sais pas vraiment ce qu'il en est, quoi. Je suis pas la meilleure personne pour parler de ce sujet, hein. Je suis pas un spécialiste hein, des psychédéliques, mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Hmm. Est-ce que je peux te dire? Bah, écoute, moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai fait l'expérience justement de psychédélique, de champignons. J'ai commencé en fait par le microdosage, que peut-être que tu connais, qui consiste à prendre un jour sur deux ou tous les 2 jours, ça dépend des protocoles, en microdose. Donc, c'est-à-dire que tu ressens aucun effet d'altération de la conscience. Tu peux continuer à aller au travail, à conduire, à avoir une discussion avec les gens, voilà. Et moi, en fait, vraiment dans ce processus, dans ce protocole de microdosing, ça m'a vraiment aidé à voir en fait mes conditionnements mentaux, à voir à quel point j'étais euh, bloqué en fait dans ma propre matrice interne par mes routines, tu vois, par mes habitudes, etc., que j'étais vraiment accroché à ces routines. Et ça m'a permis aussi de voir tout autour de moi les conditionnements de la société, cette matrice hein, qu'on appelle la Matrix. C'est vraiment, ça me sautait aux yeux, tu vois. Et j'ai commencé vraiment à me rendre compte de tous ces mécanismes qui finalement m'enfermaient en fait dans une routine, dans une sorte de prison dorée. Parce que j'aime ma routine, tu vois, j'aime mon mode de vie, j'aime créer des podcasts, faire des dessins, etc. Mais en fait, toutes mes journées se ressemblent. Tout est millimétré tu vois, je fais exactement la même chose à la même heure. Et quelque part, ça me saoule et je l'ai vraiment perçu avec le microdosing. Ça m'a aussi non seulement permis d'avoir plus de créativité, une meilleure clarté mentale et vraiment de manière générale, tu vois, d'être dans un état de bien-être. Parce que je crois que ça vient bien aussi titiller la sérotonine et la dopamine. Donc ça a vraiment été des effets positifs, tu vois. Et après, j'ai testé avec un vrai trip, un vrai trip psychédélique où là, clairement, j'ai eu l'impression d'être Néo qui sort de la matrice, tu vois, ou de sortir de la caverne de Platon et de prendre la lumière dans la tronche, tu vois, de waouh. J'ai Ok. vraiment eu.
en quelques heures de trip, tu vois, j'ai eu l'impression d'avoir vécu l'équivalent de trois vies, quoi, en termes d'enseignement, de ce que m'a enseigné le champignon, et c'était juste incroyable. C'était vraiment incroyable. J'ai vu plein de géométrie sacrée. J'ai vu en fait à quel point la nature, l'univers était parfaitement structuré que par des symboles géométriques. Et qu'en fait, l'univers, s'il était façonné, s'il tenait debout, en fait, c'était grâce à la géométrie sacrée, tu vois, dont parlait tant Platon, Pythagore, tu vois, tous ces mathématiciens qui ont compris en fait ce côté un petit peu mystique des mathématiques, mais qui fait que tout notre cosmos, tout l'univers, en fait, tient debout grâce à ça. En tout cas, ça a été mon expérience. C'est une expérience subjective. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, tu vois. Ça peut peut-être parler à certaines personnes, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec les psychédéliques. Et il y a aussi plein de recherches qui ont été faites, et je crois que dans certains pays en Europe et peut-être aux États-Unis, les psychédéliques sont autorisés de manière médicale, encadrée. Et j'avais regardé des documentaires où en fait, on prenait par exemple des personnes qui avaient de la dépression, qui avaient subi un traumatisme, etc. On leur faisait prendre des psychotropes, donc soit à dose psychédélique qui te défonce, entre guillemets, ou soit à microdose. Et en fait, ça a vraiment aidé les personnes à diminuer fortement leur niveau de dépression. Pour les personnes qui peut-être étaient condamnées à mort via une maladie comme un cancer ou une autre maladie, à accepter l'idée de la mort et à ne plus avoir peur de la mort. Et du coup, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, tu vois, que ces champignons ont cette puissance-là. Et tu vois, malheureusement, bah, aujourd'hui, bah, on les catégorise comme de la drogue, comme quelque chose de dangereux pour la santé, qu'il faut absolument bannir, que c'est interdit d'en parler, etc. Et pourtant, on continue de vendre, de faire de la publicité de sucre, de café. Pour le coup, pas de ton café, mais un café voilà, une sous-marque, hein. Je ne veux pas citer de marque, mais voilà, consommation accrue de café, d'alcool, de cigarettes, etc. McDonald's, ça c'est OK, hein, ce sont des drogues, mais on a le droit de les prendre. Mais par contre, les psychédéliques qui peuvent potentiellement aider à déconditionner les personnes, à améliorer leur qualité de vie, leur niveau de dépression, leur santé, les fonctions cognitives, ça par contre, c'est interdit. Ça, je comprends pas, tu vois. Enfin, je Mhm. comprends parce que j'ai ma théorie, mais il y en a certains qui vont dire, ouais, t'es complotiste ou quoi, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Toi, t'en penses quoi un petit peu de tout ça? Tu as dit beaucoup de choses. D'ailleurs, c'était passionnant ce que tu as pu dire sur les psychédéliques. Je te remercie pour ça. Franchement, ça me donne envie d'essayer. Euh, du coup, je pense quoi sur quoi? Sur Tu rebondis sur ce que tu veux. Peut-être, tu sais, cette notion d'interdire en fait des choses qui pourraient être porteurs pour l'humanité, parce que ouais. clairement, nous, ce qu'on veut pas, d'ailleurs, on peut en discuter, ça fait un petit peu écho à ce qu'on parlait tout à l'heure d'être autonome d'être autonome dans ce monde et dans ce potentiel effondrement. Mais justement, tu vois, le gouvernement, l'élite, ou peu importe le nom qu'on peut mettre sur ça, tu vois, c'est ce groupe de personnes qui veulent absolument empêcher le peuple de s'éveiller, de se conditionner. Et en fait, on fait tout pour garder le peuple docile, leur faire Mm. fermer leurs tronches, leur faire, tu vois, scroller les réseaux et détruire leur psychisme. Et vraiment, tu vois, c'est empêcher au maximum la population cette élévation de la conscience. Et c'est ça qui me... Il y a un but derrière ça, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Hmm. Si tu as ta théorie, en tout cas. Moi, c'est difficile comme question. Hmm. Euh, c'est difficile comme question. Je sais pas trop quoi répondre. Alors moi, je crois pas déjà au mythe de la superpuissance, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que il y ait une volonté machiavélique de certains individus de foutre en l'air le monde. Moi, je crois plus en la bêtise humaine. Ça, Hmm. j'y crois profondément. Et la bêtise, en fait, c'est pas forcément du machiavélisme, hein, au sens, voilà, des gens qui veulent vraiment faire de mal, mais plus des gens finalement qui sont un petit peu happés par un système, par un fonctionnement, sans en avoir conscience. Hmm. Et c'est ce qu'avait bien montré Hannah Arendt dans La banalité du mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Hannah Arendt, bon, c'est une grande philosophe qui avait assisté au procès d'Eichmann, donc un des grands criminels de guerre pendant la seconde guerre, de la Seconde Guerre mondiale.
Et en fait, lors de ce procès, elle s'était aperçue que en fait, cette personne, elle n'avait pas conscience du coup du mal qu'elle avait pu causer. En fait, elle avait juste obéi bêtement aux ordres du coup de ses supérieurs. Et donc, ça montre bien le fait que finalement, le mal, ça vient un petit peu justement d'un manque de un manque de conscience. Et moi, je dirais plus d'un manque de cœur, en Ouais, fait. Je pense que le problème, c'est des gens enfin, ça vient justement de l'enfermement parfois de certaines personnes dans un système et du coup d'absence de leur incapacité en fait à toucher leur cœur quoi. Parce que en fait, je veux dire, si ces personnes en l'occurrence Eichmann ou Hitler ou enfin Klaus Barbie en fait avaient à un moment donné pu toucher leur cœur, moi je pense qu'en fait ils n'auraient pas pu faire autant de mal quoi. Donc je sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais c'est si, bien sûr. c'est un peu plus ça moi ma vision. C'est-à-dire que je, je crois profondément en fait à ouais, l'embrigadement de certaines personnes dans des systèmes dont ils n'ont pas conscience, quoi. Mais je crois pas spécialement en fait à une volonté machiavélique de certaines personnes dans le monde à vouloir tuer tout le monde. Ça, j'y crois pas. Et Hmm. C'est un très beau point de vue en tout cas. Et ça fait du bien quelque part. Même moi, tu vois, j'ai un petit peu cette vision un petit peu complotiste, mais ça fait du bien de voir des gens comme toi qui croient vraiment à la lumière de l'humanité, à l'amour, tu vois, à cette humanité, parce que je pense que, comme tu dis, en fait, l'homme, il est bon. Enfin, l'homme, en fait, il part tout le temps d'une bonne intention, même si on est engrainé peut-être dans un système, tu vois, peut-être les gens qui courent après l'argent ou après des choses, bah peut-être qu'en fait, ils ont une bonne intention derrière. Et je crois qu'il y avait pareil, alors je sais plus c'est quel philosophe qui dit, c'est un philosophe qui est assez connu, ou qui dit que l'homme est profondément bon. L'homme est profondément bon. Et en fait, tu vois, tu prends même un Hitler, un cas extrême. Si tu te mets du point de vue d'Hitler, lui, dans sa tête, il voulait faire le bien. Al Capone, pareil, il voulait faire le bien, il était là, moi j'aide à peut-être à nettoyer un peu les rues. Enfin, tu vois, je prends des cas extrêmes, je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, je suis pas en train du tout de supporter ça. Mais si on se place du point de vue de quelqu'un, même quelqu'un, tu as l'impression il a flingué des gens, il a fait le mal. Dans sa tête, il y avait quelque chose de positif, il y avait une intention juste. Tu vois? Et je pense que c'est ça un petit peu ce que tu veux, ce dont tu parles. euh, c'est une question super compliquée. En fait, il y a le débat éternel entre Rousseau et Hobbes. Donc voilà, je crois que selon Rousseau, l'homme est bon par Ah, nature. et l'homme est un loup pour l'homme, voilà, c'est ça. L'homme C'est vrai. est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est le débat éternel. Voilà, enfin, je vous renvoie au cours de philo terminal, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, sans vouloir être. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce que je crois, c'est que effectivement, peut-être ce qui fait peut-être, je veux dire, je pense que en réalité, moi, je suis plutôt un existentialiste dans le sens où finalement, un homme, c'est la somme de ses actes. Et en fait, au départ, on n'est pas bon en soi ou mauvais en soi, mais on devient bon justement, en travaillant, en étant à l'écoute de son cœur. Donc, moi, je ne crois pas en fait en une nature humaine, comme pourrait dire Hobbes ou Rousseau. Il y aurait en fait un homme qui soit fondamentalement bon. Moi, je crois plus en fait au fait qu'à un moment donné, bah, on décide en fait par des actes qu'on fait de faire le bien, quoi. Entre guillemets, quoi. Enfin, ça peut être et ça peut être des choses toutes bêtes, quoi. Enfin, moi, je crois en la responsabilité, en fait, des individus à un moment donné, voilà, à se prendre en main et puis à décider à un moment donné, de faire des choses qui leur paraissent, qui sont justes, en fait. Hmm. Euh, et donc, du coup, ça va au-delà, si tu veux, de la vision de Rousseau ou Hobbes. C'est plus une vision du coup d'un être humain qui grandit, qui se construit par les actes qu'il fait, des rencontres qu'il a, et aussi l'éveil qu'il peut avoir.
Et l'éveil, c'est quoi? C'est l'éveil du coup à sa propre humanité, quoi. Hmm. C'est un peu voilà, le parcours de la personne qui sort de la caverne, quoi. Ok, ouais. Et en image de Platon. Euh, je sais pas si j'ai répondu un peu. Si, c'est très clair, c'est un beau point de vue. C'est un très beau point de vue. Difficile, hein, tes questions, hein. C'est, tu vois, j'avais jamais réfléchi. Bah écoute, si ça te fait réfléchir, tant mieux, parce que tu vois, c'est un petit peu le but aussi, c'est j'aime bien des fois un petit peu aller chercher vraiment au fond de moi les réponses ou tu vois, ce côté un petit peu intellectuel, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et souvent après les podcasts comme ça, quand j'y repense, je dis putain, j'aurais pu dire ça. Puis du coup, je réfléchis, tu vois, sur des notions et tout ça, et je trouve ça vachement intéressant. J'aimerais aussi du coup qu'on aborde un autre sujet. Parce que je crois que tu le. Alors, c'est pas marqué sur le café, je crois, c'est marqué sur ton site internet. C'est le café antifragile où il y a quelque chose comme ça. Tu as une notion d'antifragilité. Ouais. Alors, merci pour cette question. Ça me permet de clarifier une chose, parce que je crois qu'elle a été mal comprise, cette notion. D'ailleurs, je l'ai retirée récemment pour mettre autre chose à la place. En fait, l'antifragilité, ça vient d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, que tu connais peut-être. J'imagine que tu connais. J'ai lu 2 fois son livre Antifragile et Jouer sa peau aussi, que j'adore. Ok, J'adore. alors génial. Bon, bah, génial, t'es un lecteur. Ok, bon, bah, c'est pour ça aussi qu'on s'apprécie, j'imagine. Bon, en fait, je me suis permis d'emprunter cette notion d'antifragilité du livre de Nassim Nicolas Taleb pour parler de l'intelligence du vivant. En fait, l'idée que je voulais faire passer derrière, c'était que voilà, les champignons, ils incarnaient cette sagesse du vivant, cette capacité à évoluer en permanence. Euh, le problème, c'est que je pense que la majorité des gens qui vont sur mon site n'ont pas, en fait, bon, et forcément, c'est cette vision, en tout cas, de l'antifragilité. Et du coup, j'avais un peu l'impression que ça portait à confusion. C'est pour ça que je l'ai retiré. Il y a certaines personnes qui disaient que, en fait, pour elles, l'antifragilité, ça condamnait la fragilité. Sauf que, ouais, voilà, l'antifragilité, c'est pas l'inverse de la fragilité, mais c'est plus quelque chose qui va au-delà. C'est voilà, l'intelligence du vivant. Mais voilà, j'ai mal réussi, si tu veux, à expliquer cette idée. C'était certainement un petit peu confus sur ma page d'accueil. C'est pour ça que j'ai décidé de la retirer. Et, euh, mais bon, je te remercie de me poser la question parce que c'est vrai que je pense que ça a porté à confusion un petit peu. Hmm. Bah, disons que ça peut porter à confusion parce que, comme tu dis, c'est un terme que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et généralement, ça veut dire, tu vois, pour les personnes qui vont peut-être se sentir fragiles, mais qui vont peut-être avoir du mal à l'admettre, ils vont peut-être mal le prendre en se disant, mais ça veut dire quoi, ça, antifragile, mais pour qui se prend celui-là, tu vois? Et alors que pourtant, la notion d'antifragilité de Taleb, c'est juste incroyable. Moi, j'adore ça. Et comme tu dis, est-ce que tu pourrais donner quelques exemples d'antifragilité dans la nature, dans l'environnement? Pour que peut-être les personnes qui vont écouter Bah, le podcast, euh, justement, puissent comprendre et se familiariser avec cette notion d'antifragilité que tu as voulu justement transmettre avec les champignons et puis ton concept du café. alors, bon, l'exemple parfait pour moi, c'est celui des champignons, en fait. Parce que les champignons, ils parviennent à évoluer en permanence malgré les aléas, malgré, je veux dire, les catastrophes naturelles qui surviennent. Les champignons, ils ont survécu là où les dinosaures n'ont pas survécu. Les champignons ont survécu à la bombe atomique d'Hiroshima. Et du coup, ils incarnent bien ça, là où, du coup, euh, voilà, d'autres espèces d'animaux ont pu mourir. En fait, l'antifragilité, c'est cette notion, c'est voilà, cette intelligence du vivant qui parvient en permanence, du coup, à évoluer, à trouver des nouvelles solutions, voilà, euh, pour avancer. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Il y a aussi, c'est ce que dit Pierre Dufraise, il me semble, que en fait, l'humain est antifragile
également, quoi, parce que bah, finalement, il arrive en permanence, du coup, bah, voilà, à trouver les ressources pour bah, évoluer malgré bah, voilà, tous les catastrophes qui lui tombent dessus. Euh, voilà, le végétal aussi, on pourrait parler des plantes Hmm. qui sont là et qui sont apparues en fait avant les champignons Ah et ouais. qui ont bah, voilà, réussi du coup Hmm. bah, à évoluer bah, pendant toutes ces années, quoi. Hmm. Après, je suis pas un spécialiste du sujet, hein. Vraiment, je veux pas paraître vraiment. Je m'intéresse à la question, mais je suis loin d'être spécialiste et je sais pas d'ailleurs si Nicolas Taleb serait d'accord pour voilà, qu'on lui prête voilà, quoi, des propos qui cautionnent pas en fait sur cette Ouais. notion d'antifragilité. Je pense que c'est vraiment aussi bah, un concept qu'il a créé quoi, et qu'il a voulu développer et qui part plus bon, bah, voilà, de son parcours dans le trading notamment et bah, voilà, aussi ses analyses mathématiques. Hmm. Ouais, ce serait peut-être plus un concept à approfondir d'un point de vue naturel, d'un point de vue du vivant, parce que lui, il part assez d'un point de vue plutôt, comme tu disais, avec plus mathématiques. Parce que pour ceux qui, enfin, quand tu lis le antifragile, c'est beaucoup de mathématiques, de courbes, des linéarités. Enfin, ça peut être un peu complexe des fois. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que j'avais eu Pierre Dufresne sur mon podcast, et justement, on parlait de la nature, de la perfection de la nature. Et qu'en fait, la nature est antifragile parce qu'en fait, tout le concept de l'antifragilité, c'est laisser erreur, en fait. La nature, si elle a gardé les mêmes schémas, si on revoit si on retrouve les mêmes formes, les mêmes structures dans les plantes, dans la fleur qui s'ouvre, dans un brocoli, dans la forme d'une coquille d'escargot, etc., c'est qu'en fait, la nature, depuis des milliers d'années, elle a fait essai-erreur, elle a fait essai-erreur, elle a jeté ce qui marchait pas et elle a gardé ce qui fonctionnait. Et du coup, moi, tu vois, quand j'ai compris un petit peu cette notion d'antifragilité de ce point de vue-là, en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est un concept aussi qu'on pourrait débattre, enfin, qu'on pourrait en parler parce que c'est vraiment génial, l'antifragilité. Moi, ça m'a. C'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye de développer au niveau mental, au niveau du corps, au niveau de l'alimentation et surtout au niveau du mindset parce que l'antifragilité, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde qui est à l'encontre de ça. C'est un. On est devenu un petit peu trop ramolli, un petit peu trop dans le confort, un petit peu trop dans le laisser aller. Et je pense que ça, c'est pas du tout bon pour la suite. Donc, je, je trouve ça dommage que tu l'enlèves, tu vois, le terme d'antifragilité. Peut-être à le faire comprendre aux gens, tu vois, par des messages ou peut-être, je sais pas, créer une petite histoire, raconter des histoires, mais peut-être faire, tu sais, ça pourrait peut-être éveiller d'un côté les gens à découvrir cette notion d'antifragilité et peut-être leur faire prendre conscience du confort dans lequel ils sont et peut-être Hmm. de peut-être les aider, tu vois, à s'en sortir, tu vois. Ouais. euh, Bah, je te remercie pour cette remarque. Je vais y réfléchir. Mais la raison pour laquelle je l'ai retiré, c'est que j'avais un peu l'impression, en tout cas, que certaines personnes se sentaient mises à l'écart. Et ça, bah, Ouais. voilà, je veux vraiment l'éviter à tout prix. Il y a une personne, en fait, qui m'a dit que, voilà, comment ça, en fait, on n'aurait pas le droit d'être fragile, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça l'idée, en fait, euh, que je voulais partager en fait. Donc du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, non, je suis en train d'aller, je suis en train de m'égarer en fait. Euh, voilà, je sais pas en fait, j'ai pas la solution, je suis en train de chercher, tu vois, Ouais. c'est du test and learn, tu vois, moi aussi, hein, je teste des trucs, je vois ce qui marche pas, voilà, je réajuste le tir, voilà, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'antifragilité, c'était pas la bonne formule. Hmm. Ouais, mais c'est top. En tout cas, continue. De toute façon, il n'y a que ça à faire, essai-erreur. Et un jour là, pour le coup, tu auras vraiment un truc antifragile, hyper, un truc de l'espace. Ouais, c'est ça. Et enfin, moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire ce projet avec les gens, avec mes clients. C'est vraiment ça mon approche, quoi. J'appelle chaque client après chaque commande. J'essaie vraiment, bah, voilà, d'entendre leur expérience du café, de savoir quels mots ils utilisent, quelle est leur vision du monde, parce que je veux vraiment que ça soit une co-création, quoi. Hmm. Et, bah, pour ça, voilà, ça demande bah, d'être ouvert au retour, etc. Moi, j'essaye.
d'écouter un maximum ce que disent les gens, quoi. Et quand ça résonne pas, quand ça sonne faux, bah, j'ajuste, quoi. Mais je veux pas imposer ma vision, en fait. Je veux vraiment que ça soit voilà, une rencontre entre voilà, mon projet et puis aussi bah, les attentes des gens qui s'intéressent au projet, quoi. C'est magnifique. Ouais, on voit que tu fais ça avec le cœur et j'ai beaucoup apprécié quand tu m'as envoyé un paquet, c'est que tu avais mis un petit message que tu avais écrit de tes propres mains et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que ça montre que tu es à l'écoute du client et que tu es là pour. Tu vois, c'est pas juste un business, c'est vraiment je veux être à l'écoute du client, de savoir si ça lui a plu, comment moi est-ce que je peux ajuster et améliorer la chose. Ça, pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai travail comme tu. De toute façon, on le sent quand tu discutes, tu es vraiment dans le cœur, dans le partage et tu as vraiment cette je trouve pas le terme. Euh, Tu sais, quand tu ouvert avec les autres, quand tu ressens les autres. Je mange mes mots. Ouais, je sais pas. Euh, mais ouais, en tout cas, bah, Cette empathie, tu vois, cette empathie, voilà. T'as vraiment ce côté empathie, connexion avec le client et c'est ça qui est magnifique dans ton projet. Et comment t'aimerais qu'il évolue justement? Est-ce que tu t'es projeté peut-être dans 5 ans, dans 10 ans? À quoi ça ressemblerait le Café des Guerriers? waouh. Bah ouais, bien sûr, moi j'y ai réfléchi, quoi. Bah, moi, mon projet, ce serait de créer toute une gamme de produits sains et naturels à partir des champignons médicinaux. Donc là, j'ai commencé par le café, mais j'aimerais créer voilà, tout un tas de boissons qui bah, puissent bénéficier des bienfaits des champignons. Trop Voilà, bien. j'aimerais bah, avoir aussi une champignonnière. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Avoir une filière bah, voilà, française de champignons médicinaux que j'aurais pu développer bah, voilà, avec certains partenaires avec qui bah, je suis en contact actuellement. Mais malheureusement, la filière française de production de champignons médicinaux n'est pas encore assez mature. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais avoir. Voilà, j'aimerais aussi bah, créer des rencontres régulières sur le thème des champignons pour donner aux gens bah, voilà, de partir à l'aventure. Ça, ouais, c'est un truc qui me... Quand je parle de ça, je suis super ému. Mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, en fait, hein. C'est vraiment, moi, j'aimerais organiser des rencontres voilà, dans un lieu que j'appellerais peut-être le Café des Guerriers, où les gens bah, puissent bah, apprendre des choses sur les champignons et puis retrouver un peu le goût de l'aventure. Ça serait magnifique. Il y aurait du coup des mycologues qui les emmèneraient du coup bah, voilà, découvrir bah, certaines espèces de champignons. Et j'aimerais aussi bah, voilà, avoir une belle équipe de gens avec qui bah, voilà, on partage, on partage cette aventure. Moi, j'ai vraiment envie de créer une aventure collective, quoi. Je peux pas créer mon truc dans mon coin, quoi. Ouais. Et voilà, et j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte. Je suis super impatient. Ouais, Mais je vois ton engouement, c'est magnifique. On sent que tu es vraiment porté par le projet, que tu es passionné par ça. ouais, et j'ai vraiment envie que ça soit une aventure collective, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment envie que ça soit, bah voilà, la rencontre, bah, d'une idée, quoi, avec, bah, avec des gens, quoi, qui auront voulu lui donner du corps, quoi. Euh, et voilà, quoi. Et c'est vrai que ça prend du temps, c'est super dur, mais c'est vrai que c'est aussi super beau, quoi, en fait, de pouvoir créer un projet, quoi, qui, comment dire, qui se développe un petit peu par, voilà, interaction, par réseau, par un peu de façon organique, quoi, en fait, comme un champignon. Moi, j'aimerais vraiment Ouais. que ce projet-là, il soit vraiment très naturel, en fait, qu'il se fasse voilà, avec le temps, par des connexions, des petits projets comme ça, voilà, qui vont le faire avancer. Et puis, à un moment donné, il arrivera à maturité. Euh, mais c'est vraiment ouais, cette vision que j'ai pour le Café des Guerriers. Ouais. Ça, c'est trop beau. Ça m'en met les frissons, tu vois, ce côté communauté, de créer tous ensemble. Je pense que je pense que c'est la chose la plus bénéfique pour non seulement une entreprise, pour le créateur, mais aussi pour tous ceux pour tous les clients, parce que tu vois, créer cette communauté, cette cohésion, ce côté relationnel, comme on en parlait au début, qui manque beaucoup en ce moment avec tout ce qui s'est passé. C'est ça qui donne vraiment du baume au cœur et qui fait du bien aux gens. Ouais, bah, je pense que c'est ça qui crée du sens aussi, en fait. Ouais, carrément. Ouais. C'est quand justement, bah, voilà, il y a un projet qui trouve un écho
dans le cœur des gens, quoi, et qui, à un moment donné, bah, voilà, donne envie aux gens de participer, quoi, de participer à l'aventure, quoi. C'est vrai que dans l'écosystème startup, il y a beaucoup de boîtes qui arrivent vraiment avec un projet très très défini qu'elles souhaitent imposer au marché, voilà, avec des gros montants publicitaires, des grosses dépenses, etc. Et moi, c'est pas trop ma vision, quoi. Moi, j'ai commencé vraiment avec mes petites économies. J'ai fait un crowdfunding. Toute l'activité, elle est autofinancée. J'ai travaillé avec plein de personnes, en fait, avec des petits budgets. Et ça veut pas dire que, voilà, à un moment donné, il faut pas investir. C'est pas ça l'idée, mais Ouais. l'idée, c'est plus de dire que, bah voilà, en fait, pour créer un beau projet, moi, je sais que ça prend du temps. Il faut être patient et il faut laisser aussi bah, aux gens se l'approprier en fait et de le faire grandir quoi. Et c'est une co-création quoi. Il faut pas nécessairement brusquer les choses quoi. Euh, En tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais. Hmm. Est-ce que justement pour ton projet, est-ce qu'il y a une manière quelconque de mettre la main à la pâte, tu vois, de participer, de collaborer? Que s'il y a des gens peut-être qui écoutent ce podcast et qui ont peut-être certaines ressources dont tu recherches, dont tu aurais besoin, bah, pourraient peut-être collaborer avec toi. Bah, alors, ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, premièrement, si vous voulez bah, acheter le Café des Guerriers, bah, ce serait déjà une super façon bah, voilà, de participer au projet, de me faire des retours si vous le souhaitez. Si le projet vous parle et que bah, voilà, vous souhaitez investir, vous pouvez me contacter directement, quoi. Et moi, je serais ravi d'échanger avec vous parce que voilà, ça sera vraiment nécessaire quoi, pour pouvoir bah, améliorer les formules, pour pouvoir élargir la gamme. Bah, forcément, à un moment donné, je vais devoir bah, voilà, éventuellement bah, faire appel à des sources de financement externes, quoi. Hmm. L'entreprise, on est obligé. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mon email. Ouais, je Euh, mettrai de toute façon tous les liens pour te contacter, ouais, pour toutes les personnes qui seraient intéressées ou voudraient te parler. Ou même acheter le café aussi. bien Et du sûr. coup, toi, en ce moment, tu as commencé il y a combien de temps le Café des Guerriers? Ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Bah écoute, la commercialisation elle a débuté en août 2022, mais j'ai Ah ouais. commencé à bosser sur le projet un peu avant, quoi. Je dirais que ça fait bon, maintenant un peu plus d'un an hein, que je bosse dessus à fond. Il y a eu une longue période du coup de développement du produit, quoi, qui a duré 6 mois avec le docteur Marie Rampin et puis aussi une équipe d'aromaticiens. On a ensuite fait une campagne de financement participatif, de crowdfunding, pour financer la première production qui a eu lieu bah, justement en juillet dernier. Hmm. Et voilà, la commercialisation officielle et le lancement du site, ça a débuté en août dernier. Donc voilà, ça reste encore récent, mais voilà, ça se développe bien, je suis content. Et puis voilà, il y a plein de beaux projets qui vont en naître par la suite. Génial. Et du coup, est-ce que tu as t'as un labo à toi? Comment tu fais pour les confectionner? Est-ce que tu as ton propre labo ou est-ce que c'est des fournisseurs qui, je sais pas comment ça marche. Ouais, bah écoute, je bosse avec un laboratoire au Mans qui est Ah, spécialisé justement dans la réalisation de compléments à base de plantes. Donc voilà, c'est un partenaire que j'ai depuis le début, avec qui voilà, on a créé une relation de confiance et, voilà, ça avance bien pour le moment, donc je suis très content. super. Et une autre petite question là qui vient de me venir. Je crois que sur le paquet, il y a marqué l'oncle Tao. D'où est-ce que ça vient, l'oncle Tao? Est-ce que t'as quelqu'un t'as un tonton Tao dans ta famille? Ou est-ce que c'est Ouais, justement un petit clin d'œil au fait que c'est dû à la médecine chinoise? ouais. Alors en fait, au départ, Oncle Tao, c'était la marque du café, mais Hmm. suite à un litige juridique, j'ai dû l'abandonner. C'est pour ça que j'ai changé le nom du site, parce qu'à l'origine, le site, bah, voilà, il s'appelait oncletao.com et c'était bah, voilà, la marque du café. Mais voilà, suite à un litige, j'ai dû abandonner cette marque et changer, faire un rebranding. Et sur les derniers packaging, effectivement, il y a encore marqué Oncle Tao. Mais malheureusement, je pourrais pas garder ce nom. Et pour répondre à ta question, pourquoi j'avais choisi ce nom? Parce que, bah ouais, effectivement, j'ai un oncle qui me passait des bouquins sur la Chine traditionnelle quand j'avais 14 ans, des bouquins du sinologue Robert Van Gulik, qui a écrit du coup des nouvelles policières justement sur le justi, en fait. C'est un peu le Sherlock Holmes chinois qui Ah, énorme. raconte.
voilà, qui raconte des histoires, en fait, des intrigues à la cour impériale, et c'est passionnant. Ça m'a donné, en fait, ça m'a donné la passion un peu de la Chine ancienne, de la culture chinoise. Euh, et c'est aussi, bah voilà, mon oncle, c'est quelqu'un que j'adore et qui m'a énormément aidé, en fait, dans mon parcours, qui a su vraiment m'accompagner, tu vois, dans les moments difficiles. Et voilà, c'est aussi pour ça, tu sais, c'est un petit clin d'œil, effectivement, Ouais. à mon oncle, quoi, donc le Tao. Ouais. Ok, magnifique. Et du coup, tu as été un petit peu influencé par la culture un petit peu chinoise, c'est ça? Ça t'a un petit peu aidé, peut-être même forger ta personnalité ou peut-être ta manière de percevoir le monde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que j'ai un lien avec la Chine. Alors après, je sais pas trop comment je l'expliquerai. Est-ce que ça m'a influencé ou est-ce que j'étais comme ça? Et ce qui est sûr, c'est que bon, moi j'ai grandi quand même dans l'univers de la médecine chinoise, de par ma mère qui est médecin acupuncteur. Mhm. Ça, c'est une chose. Euh, Après, bah voilà, comme je disais, à partir de 14 ans, je me suis mis à lire des livres sur la Chine traditionnelle, aussi des bouquins de philosophie chinoise qui m'ont vraiment passionné, quoi. Et j'ai découvert, du coup, bah, dans cet univers, une vision du monde qui résonnait un petit peu en moi, quoi. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression euh, d'apprendre. En fait, j'avais l'impression d'apprendre à me connaître, en fait, dans cette vision du monde. Je ne sais pas trop comment dire ça. Ça peut paraître un peu mystique, mais je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça, en fait, en lisant certains auteurs. Tu vois, t'as l'impression, tu vois, tu sais, de, de, hum, de te rapprocher un petit peu, tu sais, de ce que t'es, quoi, t'as un peu l'impression, tu vois, de trouver des sortes d'affinités électives, quoi. Je sais pas comment dire ça, quoi. Et moi, ça m'a fait ça, si tu veux, avec cet univers de la pensée traditionnelle chinoise, quoi. Mhm. Et ensuite, j'ai fait un voyage en Chine qui m'a pas spécialement marqué, parce que bon, certainement, j'étais avec mes parents et tout. Mais après, en fait, pendant mes études, bah, voilà, j'ai eu l'occasion de vivre carrément, en fait, un an en Chine, puis ensuite d'apprendre le chinois à l'INALCO et faire plusieurs voyages, notamment à Taïwan, où bah, voilà, j'ai pu bah, étudier cette culture. Et effectivement, ça a certainement influencé ma vision du monde. Ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. Euh, et euh, C'est et génial. ouais. Ouais, je pensais pas que tu avais tout ce background, tu vois, d'avoir vécu en Chine, etc. Ça a dû être une sacrée expérience. Et d'ailleurs, je comprends un petit peu le fait que tu t'es retrouvé à travers ces lectures. Moi, ça me l'a un petit peu fait, ça me le fait encore aujourd'hui. C'est pas forcément avec des lectures, bien que ça me le fait là depuis que je lis, mais c'est surtout, tu vois, quand j'étais gamin, j'étais vachement attiré par le côté égypte ancienne. Je dessine depuis tout petit et par moments, tu vois, quand j'étais enfant, je faisais que des dessins, je n'arrêtais pas de dessiner des dieux égyptiens. J'ai eu cette période avec l'Égypte ancienne. Après, par moment, je voulais que mon père décore complètement ma chambre avec la Chine, justement. J'ai eu une espèce de passion un peu pour le côté, tu vois, je voulais absolument que ça soit. C'était un lit, tu sais, les lits en futon, là, très bas, Ouais. avec des fresques, avec des symboles chinois, etc. Et après, c'est passé, tu vois, mais il y a eu plusieurs choses comme ça, comme des espèces de rappels. Quelque chose qui me parlait, comme si, je sais pas, comme si par exemple ça me faisait un écho à une vie antérieure, ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui m'était familier et que j'allais chercher dans une autre tradition. Et puis là, par exemple, bah, ça me le fait en ce moment euh, tu vois, des sensations de vie passée ou de quelque chose qui est familier avec tout le côté un peu médiéval, le côté un petit peu Italie, tu vois. Donc c'est assez perché ce que je dis, mais j'ai des sensations comme ça de familiarité avec des peuples ou euh, un autre temps, tu vois, comme si j'avais peut-être vécu déjà en Chine à une époque où, tu vois, un petit peu, pour parler un petit peu plus perché, j'ai ce truc-là. Est-ce que c'est ça de ça dont tu parles? Franchement, je sais pas, en fait. Franchement, c'est difficile. Moi, je pense qu'en réalité, euh, bah, tu vois, la lecture, en fait,
ça nous connecte un petit peu à quelque chose de plus profond, en fait, qu'on a en nous, quoi, mais qu'on a toujours un peu recouvert, quoi. Et je pense que le voyage, ça crée aussi ça, en fait. Ça crée un peu cette connexion un petit peu à peut-être une dimension un peu plus profonde de nous-mêmes, quoi, qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de voir au quotidien, quoi. Ça Mm. crée une ouverture, en tout cas. Voilà, c'est ça que je peux dire. Et finalement, bah, cette ouverture, effectivement, c'est un peu l'aventure d'une vie, quoi, de la créer, quoi. Parce qu'en fait, au départ, bah, c'est compliqué, on se crée des blocages, une carapace, on se met des barrières, etc. Euh, après, voilà. euh, voilà. Après, est-ce que c'est des vies antérieures? Moi, j'en sais rien, en fait, hein, Mm. dans l'absolu. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as un petit peu une vision, je sais pas, est-ce que tu crois à une vie après la mort? Est-ce que tu as un petit peu cette vision avec tu sais, avec le bouddhisme ou qui pense à la réincarnation? C'est quoi un petit peu ton point de vue justement sur la vie, sur la mort, sur ce côté un peu spirituel? Waouh. Alors, tes questions, je m'y attendais pas du tout. Euh, la vie après la mort, c'est super dur comme question. Ouais, Euh, est-ce que tu as partagé ta croyance ou ton point de vue tout simplement? euh, la vie après la mort. Moi, je crois, tu vois, j'ai un peu une vision, si tu veux, Ou est-ce que tu crois en un dieu, cyclique. tu vois? Ouais. Non, alors moi, j'ai une vision, même si c'est difficile comme question, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai un peu une vision de la vie qui est cyclique, dans la mesure où, en fait, bah, voilà, la mort, finalement, bah, c'est un peu le retour, finalement, à un cycle éternel qui est celui de la vie, en fait, Hmm. qui existe depuis la nuit des temps. Et du coup, je fais pas cette opposition, si tu veux, entre la vie et la mort. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait la vie et d'un côté, il y aurait la mort. Moi, je pense qu'en fait, tout ça, ça fait partie d'un tout. Et c'est finalement un cycle, tu vois, et ce qui fait que, en fait, finalement, là où on pense que la vie s'arrête, bah, et que la mort commence, en fait, c'est peut-être une illusion. Ça peut paraître un peu chez père comme vision, mais moi, c'est un peu ma Hmm. vision des choses et elle vient un petit peu. Pour moi, c'est un peu la sagesse du végétal, quoi, et des cycles de la nature, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bah voilà, hein, quand il y a une plante qui meurt, bah, elle est ensuite récupérée par le sol et puis elle va produire ensuite de nouveaux végétaux, peut-être des champignons, etc. Et voilà, moi, je pense qu'on appartient tous à la terre. Un jour, voilà, on viendra à la terre et puis voilà, il y a d'autres êtres qui vont naître. Et voilà, et tout ça dans un cycle éternel. Ouais, magnifique. Ouais, je partage totalement ton point de vue et c'est un peu ça aussi l'approche avec tu sais, mon surnom sur les réseaux, le circadien, c'est que c'est pas seulement le côté cycle circadien, rythme biologique, c'est aussi que toute la vie est cyclique. Les saisons, la naissance à la mort, enfin de la naissance à la vieillesse, la mort, le renouveau, notre corps qui va se dégrader, qui va aller nourrir la terre et qui va recréer d'autres plantes, nourrir autre chose. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, on est vraiment surtout dans cette société, c'est qu'en fait, comme tu dis, en fait, la vie, en fait, c'est la mort et la mort, c'est la vie. Parce que si tu vas dans la nature, tu peux trouver la mort partout parmi le vivant. Tu peux trouver des arbres morts, des troncs d'arbres qui sont morts, des racines qui sont sèches, des animaux morts aussi, parce que la mort, tu la vois partout à travers le prédateur qui va chasser sa proie. Et aujourd'hui, on est dans une société où en fait, il faut absolument cacher la mort. La mort, c'est tabou, faut pas en parler. Les petits vieux, on les met dans les EHPAD parce qu'on ne veut pas les voir mourir ou vieillir. La viande qui est morte, elle est transformée et oh, un magnifique tenders avec un poulet tu vois, un poulet en dessin tu vois, qui monte ses pectoraux, enfin peu importe. Enfin, tu vois, tout est masqué, tout est transformé pour faire passer la mort, pour pas qu'on la voie en fait. Et, euh, et du coup, en fait, je pense que il faut en fait accepter, on n'a que ça à faire, accepter que la mort fait partie de la vie.
Tu vois, et aujourd'hui, justement, les gens, ils ont cette peur viscérale de la mort, tu vois, surtout avec cette vision un peu du futur, avec le métaverse, etc., avec cette prolongation de l'humain par la technologie, où en fait, on veut transcender la mort, on veut pas la goûter, parce qu'en fait, on a cette peur viscérale. Tu vois, l'être humain, il a cette envie je sais pas, d'être immortel. Enfin, tu vois, il y a vraiment une peur viscérale derrière ça. Donc, encore une fois, le vivant, je crois que c'est une excellente source de sagesse. Ça peut être un petit peu le, la- le repère pour tout le monde, tu vois. La nature, c'est vraiment quelque chose qui m'a. Quand on observe la nature, comme tu dis tout à l'heure avec la méditation, ne serait-ce que de contempler la nature, mais on peut gagner énormément en sagesse. C'est juste incroyable. Hmm. Ouais, bah, super intéressant ton point de vue. Et effectivement, moi je pense que finalement, si on met de côté la mort, on ne vit pas vraiment, quoi. Et certainement à notre époque, il y a un peu cette tendance à vouloir écarter ça parce que c'est pas beau. C'est pas beau de voir une personne vieillir. Ah, c'est pas beau, voilà, d'être malade. Mais voilà, pour autant, ça fait partie de la vie. Et si on l'accepte pas, bah, moi je pense qu'on vit pas vraiment, quoi, en fait, hein. Si on n'accepte pas justement bah, la dimension, notre finitude, quoi. En fait, on vit pas vraiment. Et c'est ça le sens du connais-toi toi-même. Ouais. Socrate, connais Hmm. toi-même, c'est-à-dire bah, sois conscient que bah, on est des êtres mortels, quoi. Exactement. J'essaie vraiment beaucoup, tu vois, à travers la philosophie stoïcienne, surtout la philosophie stoïcienne d'accepter un petit peu ma finitude, tu vois, ce côté aussi, t'auras beau être le plus grand entrepreneur, enfin, avoir fait les plus belles choses sur Terre, le plus bel artiste, tout ce que tu veux, au final, tu vas finir au même endroit. Tu seras juste poussière, tu vas retomber à la terre et tu seras oublié. Et en fait, on n'est rien. Tu vois, se rendre compte un petit peu tu vois, vraiment, arrêter de se croire être le centre du monde, de croire que la Terre, c'est le centre de l'univers et que nous, nos petits égos avec nos petits problèmes, tu vois, c'est moi, et c'est moi le plus important. Et de juste des fois, tu vois, je me mets une claque en me rappelant de dire, de toute façon, tu es juste un humain. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas crever, tu seras oublié, tu vois. J'aime beaucoup cette philosophie. C'est un peu trash, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, il faut quand même t'estimer un petit peu. Oui, bien sûr, il faut s'estimer, il faut quand même créer, faut vivre sa vie à fond et vivre. Tu vois, moi, je crois beaucoup au fait de vivre ses rêves et d'être épanoui, mais de garder cette humilité on est juste de passage, en fait. Comme la nature, comme ce champignon qui va pousser, qui va flétrir, cette plante qui va donner sa rose quelques jours et qui après elle va disparaître. Bah, nous, en fait, c'est pareil. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus, hein. Euh, je te rejoins là-dessus, hein. Je pense qu'on commence vraiment à vivre quand bah, voilà, on prend conscience qu'on n'est pas le nombril du monde, quoi. Mm, exactement. Toi, tu as pu, justement, à travers la sagesse chinoise, tout ça, il y a un petit peu ce côté-là. Tu as pu retirer un petit peu. Est-ce que tu as deux, trois perles de sagesse que tu as pu apprendre des bouquins de la médecine traditionnelle ou de cette culture chinoise que tu as pu goûter? Waouh, c'est tellement vaste. Euh, Alors, il y a la médecine chinoise, la médecine traditionnelle d'une part, et il y a après la pensée traditionnelle. Sachant que la médecine chinoise, elle vient justement de la pensée traditionnelle chinoise. Et la pensée traditionnelle chinoise, bah, elle est composée de trois grands courants de pensée, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et ces trois courants de pensée qui sont bah, voilà, très hétéroclites, ils sont jamais unitaires. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas le taoïsme en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles taoïstes avec différentes, différentes idées. Et puis pareil pour le bouddhisme et le confucianisme, je pense. Je suis pas un spécialiste dans la question, donc je sais pas si je pourrais vraiment dire quelque chose là-dessus, quoi. Mais ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse énormément. Ce que Ouais. je peux dire, bah, pour essayer de rebondir un petit peu sur ce qu'on dit, sur bah, voilà, le fait de commencer à vivre vraiment bah, dans le bouddhisme, en fait, une des vérités fondamentales, c'est la souffrance.
C'est le fait que bah voilà, les êtres vivants, ils n'échappent jamais à la souffrance. C'est la première vérité fondamentale du Bouddha. Et peut-être que c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, les gens ont si peur de la mort. En fait, c'est peut-être parce Mhm. qu'ils ont peur de souffrir. Donc voilà, si je pouvais partager quelque chose, je pourrais dire ça, quoi. C'est le début justement du chemin dans le bouddhisme. C'est la reconnaissance justement, voilà, de ce qui grince en nous, de ce qui est pas, de ce qui est difficile. Ok, incroyable. Ouais. Puis en ce moment, tu vois, je suis en train de lire un bouquin de Kalou Rinpoché, qui est Ok, un maître, je crois que c'est le maître de Mathieu Ricard, si je dis pas de bêtises. ok, Et là, j'en suis à un peu moins de la moitié, ouais. Mais c'est vachement intéressant. Et je crois que c'est, comme il dit, il disait au début, en fait, il y a plein de branches du bouddhisme. Et celui-là, il a un nom spécifique. Alors, je ne saurais pas te le dire. Mais pareil, le bouddhisme, c'est quelque chose qui est. C'est pas vraiment. Ouais, c'est plus une philosophie qu'une religion. Et j'ai l'impression que une philosophie, tu vois, qui est très proche de la vérité, un petit peu de toute cette vie. Tu vois, quand il parle vraiment des processus de réincarnation, de la roue du karma, des choses comme ça, c'est des choses qui sont qu'on peut mettre en place, n'importe qui peut mettre en place au quotidien pour devenir une meilleure personne et se construire. Donc moi j'aime beaucoup cette philosophie. J'avais commencé un petit peu à m'y intéresser quand j'ai commencé de la méditation à mes 17 ans. Et après, bah, je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai goûté. Après, voilà, j'ai dérivé dans plein d'autres sujets. Mais là, je m'y replonge un petit peu dans le bouddhisme. Mais c'est vrai que c'est une perle de sagesse. Et pareil, la médecine chinoise, j'avais lu un bouquin, c'est hyper compliqué. Parce que par moment, pendant longtemps, j'avais commencé avec l'Ayurveda, la médecine indienne, qui ont des principes très proches en fin de compte de la naturopathie et de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est tellement vaste, c'est tellement incroyable quand tu te rends compte que vraiment chaque organe est lié, tout le côté émotionnel, que c'est vraiment ce truc de interconnexion, comme avec les champignons, en fait. T'as mal quelque part, ça va avoir un impact ailleurs sur tes émotions, sur un autre organe. Et moi, je trouve ça juste dingue. Je pense qu'il faut carrément faire une école pour essayer d'en comprendre parce que j'ai voulu un petit peu euh, peut-être l'exercer sur moi, tu vois, la médecine chinoise, mais avec des bouquins et même avec des vidéos sur YouTube ou des podcasts, c'est trop complexe. Ça va bien au-delà. Quand tu vois tous les méridiens qu'ils connaissent, tous les points d'acupuncture, et du coup, ta mère, oui, elle a fait ce métier. Donc, c'est juste dingue. C'est juste le niveau de connaissance qu'il faut avoir dans cette médecine, c'est Hmm. incroyable et moi, ça me passionne. Ouais, c'est passionnant, hein. C'est sûr. Ouais. Et c'est ouais, une conception du monde qui est voilà, très éloignée de la nôtre. Et c'est vrai que voilà, pour commencer à pratiquer, bah, je pense que voilà, il faut déjà bah, avoir un peu baigné Hmm. dans cette culture-là. Euh, Parce que voilà, nous, on a notre vision du monde, quoi, notre culture, nos automatismes, quoi. Et voilà, faut pas l'oublier aussi, hein. Euh, mais je pense que effectivement, hein, ça peut donner une ouverture, quoi, dans notre pratique, quoi. Enfin, s'il y a des gens qui font, je sais pas, une pratique quelle qu'elle soit, je pense que ça peut donner une ouverture d'esprit, ouais. Ouais, carrément, ouais. Carrément. D'ailleurs, tu pratiques un petit peu je sais pas, une pratique asiatique chinoise comme par exemple le tai chi, le qigong ou quoi? T'as déjà expérimenté, non? Bah alors non, pas du tout. Non, pour le coup, par le coup, pas du tout. Comme je disais, ouais, je pratique la méditation et Hmm. Tu fais quoi comme sport d'ailleurs? Parce que tu me disais que tu fais du sport. ouais. Alors moi, rien d'extraordinaire en fait. Je cours et puis je fais de la musculation le matin, quoi, avec une Bah, c'est petite. déjà très bien. Ouais, ouais, ouais. Tu fais partie des 5% de la population qui prennent soin de leur corps. Ok, ça, je savais pas quoi. Enfin, je dis Mais 5%, mais je dis ça au pif, hein. ok, ouais. Ouais, ouais, non, voilà. Donc bon, c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'ai fait des sports d'équipe. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait beaucoup de foot. Mais après, c'est vrai qu'en grandissant avec le boulot, c'est vrai que j'ai du Ouais. mal à m'investir ouais, dans d'autres activités, quoi. Donc voilà, je me contente de courir et de faire de la musculation, mes exercices le matin, quoi. Hmm. Ouais, tu vois, j'aimerais bien me mettre à un art martial. Mais Ok, encore une fois, tu vois, avec le boulot, avec les horaires, je suis un couche très tôt. Et souvent, les cours, c'est les cours du soir et du coup, ça colle pas. ouais, Et tu vois, moi, mon rêve en termes de routine matinale, ça serait d'être à 6 heures, tu vois, sur un tatami avec un maître personnel
Ok, Et pendant 2 heures, tu vois, le gars, il te massacre, tu vois. Il te ok. massacre tant au niveau physique qu'au niveau philosophique, tu vois, parce que derrière les arts martiaux, il y a une philosophie de vie. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. C'est un truc, ça fait des années que j'ai envie de le faire et je ne l'ai jamais fait, tu vois, parce que bah, je me suis laissé happer par le pro, par le relationnel et tout ça. Et il y a des choses qu'on met de côté et c'est quelque chose là que vraiment j'ai envie de mettre en avant dans ma vie et de l'expérimenter une bonne fois pour toutes. Hmm. Ouais, ça a l'air cool, hein. Ouais, carrément, ouais. J'aimerais bien. On va Ouais, arriver sur la dernière partie du podcast. J'ai ouais, l'habitude de terminer avec 3 questions. ouais. D'abord, première question qui fait pas partie des 3 questions, donc c'est c'est une quatrième. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si les gens veulent te retrouver sur les réseaux, par quoi ils peuvent passer? Alors, je sais que tu es sur Instagram, tu as un site internet aussi. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le site internet cafédesguerriers.fr. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Voilà, si vous voulez échanger des messages, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Si c'est plus professionnel, bah, vous pouvez me contacter aussi sur LinkedIn. Ok. Eh bien, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo, en description. Est-ce que je peux éventuellement laisser ton mail si jamais les gens veulent te contacter pour le pro? Ou est-ce que Ouais, bien c'est... Ouais, sûr. Ouais, super, ouais, avec très bien. plaisir. Super. Peut-être une chaîne YouTube en ouverture prochainement Oui, ou... pardon, ouais, effectivement, j'ai pas mentionné YouTube. Vous pouvez aussi, alors elle est en cours de construction, donc c'est encore un petit peu en chantier, mais ouais, bientôt, vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur les champignons sur la chaîne du Café des Guerriers. Trop bien. Voilà, il y aura un beau programme là, on est en train de bosser là-dessus, et ça va être chouette. Ouais, Ah, c'est magnifique. ouais. C'est magnifique. Toi, du coup, tu habites vers Paris, hein, c'est ça, tu m'avais dit. Ouais, j'habite à Vincennes. Vincennes, Donc, ouais. non, mais- Bah, écoute, si à l'occasion, l'occasion de passer te voir, ça serait avec Ah grand bah, avec plaisir, grand ouais. plaisir. Ce serait vraiment génial de pouvoir Ouais, connecter en vrai. bah vraiment avec grand plaisir, ouais. Du coup, je vais enquiller sur 3 questions. Première question, je fais toujours une expérience de pensée. Imagine là que donc là, tu es enregistré. Mais en fait, c'est le dernier message que tu vas pouvoir transmettre à l'humanité parce que bah, après ce podcast, tu vas mourir. Donc là, c'est ta dernière chance de transmettre un message à l'humanité. Ça sera transmis en simultané là sur BFM TV, sur les écrans de Times Square, de Tokyo, etc. Toute l'humanité va le voir en direct au même moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre au monde, tout simplement? Ah là là, franchement, c'est pas évident comme question. J'en sais rien. Moi, j'aurais pu. Pff, alors, franchement, alors c'est super dur. Moi, je pense que j'aurais voulu. Moi, franchement, j'ai pas eu de réponse toute faite à ça, quoi. Franchement, Ça peut être une citation, tu vois, quelque chose, une phrase clé, quelque chose qui te marque. euh, moi, franchement, je sais pas, j'aurais, en fait, j'aurais vraiment rien à dire, quoi. Tu vois, je, ouais, Ah, ça peut être bien aussi. non, mais franchement, je pense que j'aurais rien à dire, quoi. Tu vois, si c'était vraiment le dernier moment, quoi, bah, je pense que je le vivrais seul, quoi. Vraiment, et je passerai pas spécialement de message, en fait, à l'humanité, quoi. Voilà, j'aurais essayé de témoigner. Démerdez-vous! Ouais, non, en fait, j'aurais essayé de témoigner dans ma vie, voilà, de certaines valeurs qui me sont chères. Hmm. Voilà, et voilà, et puis arrivé le moment venu, je préférais le passer seul, quoi. Hmm. Ouais, c'est beau, c'est très beau. De finir avec toi-même face à toi-même. Ouais, je veux dire, ouais, tu vois, je pense pas être suffisamment, tu vois, important pour, ouais, de passer un message, quoi, tu vois. Je pense que vraiment, arriver à la fin, c'est peut-être le début d'autre chose, hein. Hmm. Pour boucler avec une autre question, Ouais. voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que, tu vois, passer un message, bon, Bah déjà, le message que tu viens de transmettre là en répondant à la question, c'est cette humilité de j'ai rien à apprendre en fait. Tu vois. Ça, c'est vraiment enfin, pour moi, c'est un putain de message, c'est-à-dire que tu es hyper humble en fait. Tu es juste de passage sur Terre et que t'as pas spécialement quelque chose enfin,
à apprendre, tu vois. Des fois, c'est vrai qu'on est personne pour dire quoi faire aux autres, en fait, en fin de compte. Bah, ouais, c'est vrai que moi, je me dis qu'au fond, franchement, c'est à nous ouais, de faire l'expérience de notre vie, quoi. Donc, en fait, Mm. je veux dire, on peut pas, c'est difficile, en fait, de dire à quelqu'un, en fait, ce qu'il faudrait faire, quoi, parce que c'est à lui de trouver, hein, c'est à lui de faire son expérience. Donc, Magnifique. Bah, très, très beau. Ça me convient. ouais, c'est pas une réponse toute faite, hein, mais bon, c'est des questions compliquées, hein. Ben, au moins, elle est spontanée, elle est authentique, tu vois. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette humilité. Du coup, je vais parler de la deuxième question qui est en lien. Normalement, c'est la troisième question, mais du coup, je vais la poser maintenant parce qu'elle est reliée un peu à ce que tu as dit. Ça serait, qu'est-ce que tu te dirais, toi, au dernier jour de ta vie? Tu sais que tu vas donner ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Euh, Bah, franchement, je me dis, bon, bah, j'en sais rien, mais tu vois, c'est super dur comme question. Qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Euh, Enfin, ouais, enfin le moment venu, quoi, tu vois. Je me dis, en fait, tu vois, je suis pas, je serais pas triste de partir, hein. Vraiment, tu vois, Hmm. ça peut paraître bizarre comme réponse, mais tu vois, franchement, tu vois, je partirais tranquille, hein. Vraiment, tu vois, je sais que j'aurais fait des choses, tu vois, qui étaient importantes pour moi, tu vois. Et franchement, ouais, enfin, franchement, je partirais le cœur léger, tu vois. Tu sais, Très je sais beau. pas si tu sais, dans l'Égypte ancienne, tu vois, il y a ce mythe, voilà, d'Osiris, etc. Et puis, à un moment donné, il y a le jugement dernier, tu vois, il a pesé des âmes, etc., tu vois. Et bon, franchement, voilà, je pense que je partirais le cœur léger, quoi. Ouais, c'est génial. L'esprit en paix en sachant que t'as pas fait de mal, quoi. Bah alors après, non, j'ai pas cette vision, tu vois, genre, du bien ou du mal, tu vois, c'est juste que. Pas dans ce sens-là, mais plutôt Sinon, dans le je sens me que suis tu as un été peu. aligné, tu vois, t'es resté toi-même. T'es Ouais, resté aligné, tu vois, dans tes valeurs et tu t'es honoré, en fait. je me suis un peu allégé, quoi, tu vois. Ouais, Je sais pas comment dire, moi je le formule comme ça, tu vois. Peut-être que des gens le formuleront différemment, tu vois, mais je pense que voilà, vraiment au fil de ma vie, je me suis un peu allégé, tu vois. Et c'est vrai que si à un moment donné, tu vois, c'était mon dernier jour, tu vois, bah voilà, je partirais voilà, le cœur léger, quoi. bah, c'est très beau. Très, très beau. Et dernière question, si tu n'avais que trois routines, trois disciplines, trois activités à faire, tu devrais en garder que trois par jour, ça serait quoi? Alors, la méditation. Euh, Deux, bah, la lecture, ça c'est Je savais sûr. que tu allais dire ça. Ouais, non, mais c'est sûr, la lecture, quoi. Hmm. Et, euh, et s'il fallait garder une troisième routine, Manger des champignons. non, là, du coup, bah, c'est vrai que pas forcément manger des champignons, mais non, je sais pas, une troisième routine. Déjà, deux, c'est bien. Je trouve Ouais, que, voilà, une pratique corporelle et puis, voilà, une ouverture vers l'esprit, c'est pas mal, quoi. Donc, méditation, lecture, moi, ça me paraît bien. Peut-être une ouverture aussi vers la poésie, quoi. Moi, je lis beaucoup de poésie, Hmm. du coup, depuis maintenant un an, quoi. Donc, je pourrais rajouter ça, ouais. Magnifique. Super. Est-ce que tu as un dernier petit message pour nos auditeurs ou rien? Encore une fois, juste, j'ai rien à dire. Non, non, Yes. bah écoutez, c'est vrai que bah, merci beaucoup déjà pour votre écoute. Voilà, merci à toi déjà, Dylan, pour l'invitation et pour cet échange. Voilà, c'était super enrichissant pour bah, voilà, faire ta rencontre via Zoom et puis échanger un petit peu avec toi. Voilà, et puis à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront, bah, si vous avez envie voilà, de m'envoyer un message, n'hésitez pas, ou découvrir le Café des Guerriers, n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur le site. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup à toi. Ça a été un échange passionnant. Et j'étais vraiment content de faire ce podcast, de pouvoir savoir qui se cache derrière ce merveilleux café.
et voilà, d'apprendre à te connaître. Donc, merci beaucoup. Tu es une belle personne, tu es plein de lumière, très, très humble et authentique. Et je te souhaite que du bon pour ces beaux projets. Bah, merci beaucoup, Dylan, et aussi plein de bonnes choses pour toi. Franchement, voilà, déchire tout. Yes, toi aussi, déchire tout. Ciao, ciao. Ciao, allez, à plus, au revoir.